On est d'accord que ce n'est pas normal d'avoir mal, clairement. C'est complètement anormal, et surtout dans le cadre des relations sexuelles, à moins de l'avoir explicitement choisi, ça ne devrait pas faire mal. Les vulves, les seins, le sexe, les fesses, l'amour, le regard de l'autre, notre rapport au corps et à l'intime. Autant de sujets trop longtemps oubliés que l'on a envie de dévoiler avec vous. Bienvenue sur Pluriel Singulier, le podcast qui part à la rencontre de personnes du quotidien, prêtes à nous raconter leur expérience liée à un questionnement intime. Personnalités, amis, auteurs, autrices, voisins de métro, collègues, entrepreneurs, entrepreneuses, lovers. On écoute toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre. Après Laura, autrice de My Dear Vagina et co-créatrice de South Beauty, on retrouve aujourd'hui Paola, créatrice de Vulvae, pour un nouvel épisode sur les vulves. Bonjour Paola. Bonjour. Paola, tu es la créatrice de Vulvae, qui est le carnet de santé digital dédié aux douleurs vulvaires. Ouais, c'est ça. On t'accueille aujourd'hui pour nous parler de vulve et en l'occurrence de ton expérience par rapport à toute la démarche que tu as entreprise autour notamment, en l'occurrence ici, des douleurs vulvaires. Et avant de commencer à rentrer dans le pourquoi du comment, ta démarche, qu'est-ce qui a fait que, on voudrait te poser une question avec Alice qu'on pose à tous les intervenants. C'est quoi une vulve ? Alors, la vulve, c'est la partie externe du sexe dit féminin. Donc, la vulve, c'est le pubis. Ça démarre donc du pubis, donc l'endroit où on a des poils, ou pas, si on les enlève. Ensuite, on descend, on va avoir le clitoris, son capuchon. Ensuite, on va avoir les lèvres internes, lèvres externes, qui s'appellent aussi petites lèvres et grandes lèvres, mais on essaye de changer les termes. Et puis, au milieu de ces lèvres, il va y avoir le méa urinaire, par où on urine. Juste en dessous, l'abouchement des glandes de Skene, qui sont les glandes par lesquelles on produit notamment le liquide qui fait l'éjaculation féminine. Puis après, on a l'entrée du vagin, le vestibule, la fourchette vulvaire, et après, on va vers l'anus. Voilà, tout ce qu'on voit à l'extérieur du sexe féminin, c'est la vulve. Et donc, tu as fondé Vulvae, il y a même très récemment, puisque c'est sorti en septembre dernier, si je ne me trompe pas. C'est quoi Vulvae ? Alors Vulvae, tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est un carnet de santé de la vulve. C'est un carnet de santé pour aider les personnes qui souffrent de douleurs vulvaires chroniques à suivre dans le temps leurs sensations, que ce soit des douleurs, des gènes, des démangeaisons, différents types de sensations qu'on peut ressentir au niveau de sa vulve, et de pouvoir faire comme ça un suivi chaque jour quotidien de comment ces sensations évoluent, qu'est-ce qu'il va y avoir comme autres symptômes qui vont y être associés, et puis après essayer de comprendre si dans son mode de vie, dans ses habitudes, dans sa sexualité, dans les choses qu'on met en place dans le quotidien pour se soigner, est-ce qu'il y a des liens positifs ou négatifs avec ces douleurs. Donc est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont influencer et faire apparaître plus de douleur, ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses qui vont permettre de diminuer la douleur ? Avec l'application, en fait, chaque personne pourra jouer avec ses données, jouer avec ses observations pour pouvoir observer s'il y a des choses qui peuvent jouer, parce qu'en fait, selon les personnes, il y a plein de choses différentes qui peuvent jouer sur le confort de la vulve. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu créer ce carnet de santé ? Je veux dire, un jour tu t'es levé et tu t'es dit ça n'existe pas, je pense que c'est pas ça. Mais pourquoi cette démarche ? Alors moi, je m'intéresse au sujet de la santé des femmes depuis quelque chose comme 4-5 ans, d'un point de vue de l'innovation. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, c'est bien sympa de regarder, d'analyser, de réfléchir, mais ça produit pas grand-chose. Donc je vais commencer à faire des trucs. J'ai commencé à faire des interviews surtout. J'ai rencontré plein de femmes, des hommes aussi, parler de santé. Puis de fil en aiguille, j'ai monté une association pour parler de santé féminine. Et dans cette association, j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes justement qui souffraient de douleurs vulvaires et qui n'avaient pas d'issue. Et en fait, la plupart des gens me demandaient de l'aide pour trouver des ressources, pour trouver des infos, etc. Et plus je cherchais, moins je trouvais. Donc c'était assez affolant en fait de voir l'état dans lequel on est. On est démunis quand on a ce genre de douleur, parce qu'il y a très très peu de ressources disponibles. Et du coup, je me suis lancée à bosser dessus avec mon copain, qui est mon partenaire aussi, donc business dans Vulvae, et avec une copine qui est designeuse. On a commencé à tâter le terrain sur ce sujet. On a fait un premier projet
Ça a abouti à la sortie d'un petit carnet de suivi qui s'appelle Mode Vulve, qui est disponible justement sur le site de l'asso, qui était un peu la première version, l'ancêtre de Vulvae. Et en fait, quand on a vu la réaction des gens et des personnes qui l'ont utilisé, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin, parce qu'en fait, en quelques mois, on a vendu 600 carnets et les gens nous ont dit vous avez changé la vie, ça y est, on a l'impression qu'il y a des gens qui nous écoutent, ça y est, je peux dire que c'est pas dans ma tête. Il y a même une nana qui nous a dit j'ai rempli 2 carnets pendant 2 mois et après j'ai emmené toutes mes ordonnances, tous mes trucs, je suis arrivée devant mon médecin et grâce à votre carnet, je lui ai dit bon, ça suffit, maintenant on fait quelque chose. Et d'avoir pu donner ce pouvoir et ce courage et d'avoir transformé la perspective de la personne dans le cabinet, on s'est dit faut qu'on aille plus loin, faut qu'on donne cette occasion-là à plein de gens. Est-ce que tu t'es rendu compte que, quand tu parles de ce carnet, que finalement les gens manquaient de vocabulaire pour parler de leurs mots? C'était ça le constat initial? Il manque de vocabulaire, rien que le mot vulve. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Il y a des études qui montrent encore que c'est plus de 50% de la population dite féminine qui ne sait pas ce que c'est une vulve. Donc déjà, rien que de nommer ça et de nommer les différentes parties de sa vulve, c'est d'autant plus difficile. Puis après, il y a le vocabulaire des médecins et le vocabulaire des patientes. Ça a été assez aussi drôle à observer quand on faisait les interviews. Les patientes et les médecins ne décrivent pas du tout la douleur de la même manière. Et du coup, c'est extrêmement compliqué quand on doit décrire ces douleurs et qu'en fait, le médecin ne peut pas attribuer ça à quelque chose qu'il connaît. Donc, il y a aussi plein de problèmes de compréhension, de communication et du coup de confiance qui se mettent en place. Donc je pense qu'il y a un problème de vocabulaire, mais pas que ça. C'est hyper intéressant, je trouve, de parler le terme confiance, tu l'as dit plusieurs fois, et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est une notion qui est hyper importante dans la relation entre un médecin et un patient en règle générale, et d'autant plus quand on parle d'une zone aussi intime et particulière que la vulve. C'est quoi? C'est qu'il y avait un manque aussi de médecins références, ou en tout cas en qui on pouvait avoir confiance. Il y a plusieurs choses dans la relation avec le médecin et des patients et patientes. Il y a d'un côté effectivement ce traitement qu'on va recevoir quand on arrive dans le cabinet. Donc être sûr de tomber face à quelqu'un qui va vraiment nous écouter. Déjà, c'est la première base. Il faut savoir que le temps moyen de discussion sans interruption d'un patient dans un cabinet, c'est de l'ordre de 40 secondes. Donc, ça veut dire que quand tu rentres dans un cabinet de médecin, tu as 40 secondes pour énoncer tous les problèmes que tu as. Tu vois. Sinon, tu es coupé tout de suite et le médecin reprend le pouvoir, en fait, en quelque sorte, sur l'entretien. Alors, c'est normal parce qu'ils ont une vraie contrainte de temps et qui est une contrainte aussi économique. Voilà. Mais du coup, ça veut dire que quand tu as des pathologies qui traînent depuis des années, en général, tu n'as pas le temps de faire le tour. Donc, il y a d'abord l'écoute, il y a après être écouté avec bienveillance, et puis après, il y a tout le problème de l'auscultation. Quand tu as des douleurs vulvaires, en général, déjà, c'est compliqué d'ouvrir ses jambes en face de son gynéco quand on n'a pas de problème. Alors, quand on a des douleurs, c'est d'autant plus difficile. Donc, effectivement, il y a un besoin de bienveillance et de douceur. Voilà. Et puis après, il y a un sujet sur les douleurs vulvaires qui est il y a très peu de médecins qui connaissent les douleurs vulvaires et qui connaissent les pathologies qui sont associées à ça. Et c'est pour ça qu'en fait, même si on se retrouve face à un médecin qui peut être très bienveillant, s'il ne sait pas ce que c'est, très rapidement, il va avoir recours aux choses qu'il sait. Et ce qu'il sait, c'est que la douleur peut être psychosomatique, surtout quand ça touche au sexuel. Donc souvent, on va ramener les personnes à... c'est des douleurs qui sont dans la tête, en quelque sorte. Donc qui sont provoquées par le psychologique. Faut savoir qu'en Europe, il y a 20% des médecins qui sont formés au diagnostic des pathologies vulvaires, 20% des gynécologues qui sont formés au diagnostic des pathologies vulvaires. Donc ça veut dire que si tu vas chez un gynéco, tu as 4 chances sur 5 de tomber sur un médecin qui ne connaît pas. Et comment ça se fait tout ça? Alors il y a un gros manque de formation. C'est-à-dire que je parlais à des médecins, donc je suis entourée de médecins qui sont spécialistes et qui me disent la patho-vulvaire dans gynécologie, c'est apparu en 2015 dans les textbooks, dans les livres de médecine, et c'est un paragraphe de 6 lignes. Donc déjà, de base, quand on est formé en tant que gynéco, on n'apprend pas ces pathologies. Et puis ça, c'est à cause d'un manque de recherche. Un autre chiffre que j'aime bien sortir, vous avez remarqué, j'aime bien les chiffres. Il y a pas loin de 30 000 études sur les troubles de l'érection. Quand tu regardes sur la grande banque de données PubMed d'articles médicaux. Et dessus, tu retrouves 423 articles sur les troubles chroniques vulvaires. Tu as 900 articles sur la vulvodynie très très spécifiquement, et tu vas avoir 1400, 1500 articles sur le vaginisme. Donc tu vois, en termes de volume de recherche, on n'est pas du tout sur des trucs qu'on connaît en fait. Et donc quand on ne connaît pas, on met un peu de côté, parce que la santé sexuelle, c'est pas si important que ça, c'est pas des enjeux de vie ou de mort.
Qu'est-ce que c'est une pathologie vulvaire ? Alors, donc derrière les douleurs vulvaires, donc toutes les sensations désagréables qu'on peut avoir au niveau de la vulve, qui sont des brûlures, des démangeaisons, des picotements, des tiraillements, des crampes, des contractions, il va y avoir différents types de pathologies. Il y a des pathologies infectieuses. Souvent, c'est celle-là qu'on connaît le mieux parce que c'est IST, donc l'herpès, gonorrhée, des choses comme ça. Les mycoses, les cystites. Bon, ça, en général, on connaît bien et c'est assez fréquent. Du coup, ça peut occasionner pas mal de douleurs, pas mal de fois dans la vie de personnes. Puis après, il y a des pathologies qu'on connaît moins bien. Et celle qu'on adresse le plus et qu'on a le plus envie de faire connaître, c'est celle qui est aussi la plus fréquente, c'est la vulvodynie, qui va toucher 15% des femmes au moins une fois dans leur vie, qui est juste un syndrome de douleur chronique, donc qui dure depuis plus de 3 mois, sans lésion apparente. C'est-à-dire que quand on regarde la vulve, on ne voit rien. Il n'y a absolument rien d'anormal comparé à d'habitude. C'est-à-dire que la vulve a la même apparence. Et en fait, ça, c'est une sorte de dérèglement nerveux. En fait, les signaux de douleur sont générés par les nerfs qui ont été endommagés, en fait, par on ne sait pas quoi. On ne sait pas toujours ce qui cause ça. Et en fait, ça va envoyer des signaux au cerveau de douleur. Ça brûle, ça pique, sans qu'il y ait quelque chose d'apparent. Et ça, c'est extrêmement déroutant pour les médecins. J'en reviens aussi à là. C'est que, du coup, un médecin est habitué à avoir un symptôme, une cause et du coup un diagnostic et derrière un traitement. Et là, il y a un symptôme qui n'est pas visible, où on ne comprend pas la cause. Et du coup, après, il est un petit peu perdu parce qu'il n'y a rien qui l'aiguille là-dedans. Et donc, voilà, ça, c'est une des pathologies qui est la plus difficile à diagnostiquer. Justement, quand on dit pathologie vulvaire, quand ça ne va pas, souvent on a mal. Il y a vraiment quelque chose avec la douleur et les rapports sexuels, la douleur et les règles. En fait, finalement, la douleur, c'est quelque chose qui, entre mille guillemets bien sûr, mais a longtemps été considéré comme normal chez les personnes à vulve. Pourquoi pendant si longtemps on a pensé que c'était normal d'avoir mal ? J'adore cette question parce que du coup, on fait un retour dans l'histoire. La douleur, c'est quelque chose qui est historiquement, religieusement, sociologiquement, dans tous les aspects de la société, associé à l'expérience dite féminine. C'est-à-dire que depuis la Bible et le tu enfanteras dans la douleur, toutes les expériences liées à une forme de biologie dite féminine se font dans la douleur. Donc il y a le tu enfanteras dans la douleur, mais il y a aussi toute la souffrance qui est associée au féminin dans l'histoire, le côté très martyr qu'on va associer souvent aux histoires féminines qui sont racontées dans l'histoire. Et puis la première fois, ça fait mal, les premières règles, ça fait mal. Toutes les premières fois de choses liées à une expérience corporelle féminine, en général, sont douloureuses et on trouve ça normal. Et donc, ça a été construit narrativement dans l'histoire. Et du coup, maintenant, c'est tellement ancré que même en tant que femme, quand on est socialisé en tant que femme, on est habitué à se dire, de toute façon, ça va faire mal. Donc ça, c'est aussi pour ça que la parole peine à se libérer sur ces sujets-là et que ça reste tabou. C'est qu'en fait, on est habitué à penser que ça va toujours être comme ça, que c'est une forme de fatalité. Et puis toutes les instances qu'on va rencontrer dans notre parcours vont nous le rappeler. Dans la culture, on nous le redit. Chez le médecin, on nous le redit. Partout, on nous le redit. Donc ça entretient cette espèce de climat où on est toujours sur de la douleur et du coup une forme de normalisation de cette douleur. On est d'accord que c'est pas normal d'avoir mal. On est d'accord que ce n'est pas normal d'avoir mal, clairement. C'est complètement anormal, et surtout dans le cadre des relations sexuelles, à moins de l'avoir explicitement choisi, ça ne devrait pas faire mal. Si tu as des petits tips, des conseils à donner aux personnes qui ont des douleurs vulvaires, ce serait quoi ? Il faut en parler vite parce que plus on attend, plus la zone est traumatisée, entre guillemets, et plus les douleurs vont s'installer durablement et être difficiles à soigner. Donc le plus tôt on commence à agir pour améliorer ça, le mieux c'est. Et pour ça, il y a Vulvae, mais il y a aussi d'autres, il y a des associations qui permettent de trouver des praticiens et praticiennes bienveillantes qui connaissent les pathologies. Parfois, il faut faire un peu de chemin, parce que c'est surtout dans les grandes villes et tout ça. Mais voilà, il y a des gens qui peuvent très vite aider. Ce que j'essaye de dire aussi souvent, c'est que c'est pas tabou. Il faut essayer de faire en sorte que ce soit pas tabou. C'est difficile d'en parler, mais c'est pas quelque chose qui vous diminue en tant que personne, c'est pas quelque chose qui veut dire quelque chose sur vous, c'est pas non plus un truc dont on est coupable, parce qu'en fait, quand on attrape un rhume, ça viendrait à l'idée de personne de nous dire « Ah, t'as bien fait pour toi, tu es coupable d'avoir chopé ce rhume », c'est pareil quand on a mal à la vulve, quoi. On n'a pas décidé.
Voilà, du coup, en parler autour de soi aussi, parce qu'en fait, si on prend le chiffre de 15% des femmes ont au moins une fois dans leur vie un épisode de douleur chronique, ça veut dire que quand même autour de soi, on a une propension de chance de trouver quelqu'un qui vit la même chose ou qui vit quelque chose de similaire. Donc en parler, se sentir soutenu et réaliser qu'on n'est pas seul, c'est important aussi. Parce qu'il y a une forme de culpabilité d'avoir mal à la vulve. Ouais, il y a une énorme culpabilité chez les personnes parce que souvent, en fait, on n'associe pas ça à un problème de santé, on associe ça à un problème sexo. Et donc, c'est une forme de déficience de femme ou de personne à vulve dans sa sexualité. Donc, du coup, la personne souvent va se dire je suis pas complète ou pourquoi moi j'ai ce problème alors que tout le monde a l'air d'avoir une sexualité riche et géniale et orgasmique et folle. Et donc souvent les personnes, comme on n'associe pas ça à la santé mais à la sexualité, on associe ça à la performance. Et donc du coup, il y a quelque chose qui se joue là-dedans. Hyper intéressant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais on trouve avec Alice que la vulve a souvent été occultée face au vagin. Disons que le vagin a pris la lumière, si on peut dire, par rapport à la vulve. Et tu vois, par exemple, on parle plutôt de la fonction reproductive du vagin que du reste. Selon toi, pourquoi ? À nouveau, je prendrais un peu une perspective historique qui est peut-être incomplète, mais... on a souvent défini le sexe féminin comme un trou ou un manque ou une absence de pénis, pour citer Freud. Du coup, en fait, comme on a cette représentation du sexe féminin comme étant juste un vide, un manque, un trou, on pense qu'au vagin. Et en fait, on a occulté le fait que les organes génitaux féminins, et en fait, il y a une partie externe, une vraie partie qui est constituée. Mais comme elle n'a pas d'intérêt, effectivement, comme tu dis, dans la reproduction, et qu'elle convient pas au schéma psycho-sexo qu'on a créé, elle a été occultée, voilà. Et elle n'a pas de fonction hormis le plaisir, finalement. Par contre, le vagin, c'est la fertilité. Donc c'est quand même en lien avec les sujets de vie ou de mort, parce que c'est la reproduction. Donc là, tout de suite, on re-rentre dans des enjeux qui ont plus de valeur, en fait, dans les schémas traditionnels, en tout cas. Est-ce que tu sais s'il y a encore des clichés aujourd'hui qui sont entretenus par rapport à la vulve, autour de la vulve ? Est-ce qu'il y a encore des clichés ? Et si oui, lesquels tu combats avec Vulvae ? Spontanément, je pense à deux choses. Tu as le cliché de la vulve en petite fleur, toute belle, toute symétrique, tout ça. Je dirais pas qu'on se bat vraiment contre ça avec Vulvae, mais en tout cas, on essaye de représenter d'autres choses et de donner de la place aussi à des artistes qui montrent d'autres choses. Parce que ça, c'est terrible. Les complexes sur la vulve font recourir à des chirurgies qui vont créer après des problèmes. Du coup, c'est clairement pas bon pour les personnes. Et après, si, il y a un truc sur lequel nous, on se bat pas mal, c'est l'épilation, et surtout l'épilation intégrale. Donc on a aussi ce cliché de la vulve parfaite, c'est une vulve parfaitement épilée. Le problème, c'est que l'épilation a été associée à des risques de développer des douleurs vulvaires beaucoup plus importantes. Donc du coup, nous, on essaye d'informer là-dessus. On peut s'épiler globalement le maillot, mais il faut laisser ses lèvres tranquilles, il faut laisser toutes les zones de muqueuse assez sensibles, il vaut mieux les laisser très tranquilles, parce que les poils ont une vraie fonction. Et ils ont une vraie fonction dans l'équilibre à la fois de la flore vaginale, dans l'équilibre de la peau. Il faut vraiment faire attention à ça. Et ça, c'est un truc dont on parle pas mal, parce que la vulve épilée est plus sujette aux désagréments en moyenne. En termes d'éducation, au tout début de notre conversation, tu nous parlais justement des médecins, qu'il y avait encore plein de gynécologues et encore peu qui étaient au fait de douleurs vulvaires, des pathologies, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire demain outre ce que tu as mis en place avec Vulvae, je veux dire, plus dans l'éducation, dans la médecine, c'est quoi les solutions pour que demain, les vulves ne soient plus occultées à minima des pratiques médicales ? Du coup, nous, on essaye de travailler justement avec les médecins, on essaye d'avoir des contacts avec des universités, des hôpitaux pour aller
faire de la sensibilisation là-dessus. C'est assez rigolo parce que je suis pas du tout du milieu médical et en fait, je vais probablement aller faire des présentations dans des hôpitaux pour parler de pathologie vulvaire, donc c'est un peu le monde à l'envers. Mais en même temps, je trouve que c'est intéressant de se dire que la société civile, de la même manière qu'elle impacte le politique, peut aussi impacter des institutions telles que le médical, qui est une chasse gardée encore très, très forte. Et je pense que, en tant que patiente ou patient, on peut amener de l'information à ces médecins. Je pense qu'il y a des médecins qui sont très preneurs de tout ce qu'on peut leur apporter et qui sont contents d'apprendre des choses. Moi, j'avais une gynéco fabuleuse qui est partie à la retraite maintenant, mais il y a 10 ans, j'ai commencé la CUP, ça fait 10-12 ans, c'était encore très peu connu et tout de suite, quand je lui ai dit ça, elle a voulu savoir, elle a voulu voir, elle a voulu que je lui emmène des leaflets et tout. Du coup, ce que je dis aux patients et aux patientes qui vont voir des médecins sur les pathologies vulvaires, maintenant, c'est de leur emmener mon guide, de leur parler d'articles qu'ils ont lus et de eux aussi faire de la sensibilisation dans ce sens-là. Parce que si on attend que l'institution médicale change, en fait, ça va prendre beaucoup trop d'années parce que c'est énormément sclérosé. Et du coup, je pense qu'en tant que patient, on peut aussi faire beaucoup de choses comme ça, en nous passant les informations. Pourquoi les vulves, c'est encore un sujet tabou aujourd'hui ? Parce que ça reste encore associé à la sexualité. Quand tu tapes vulve dans Google, les images qui ressortent, c'est des images de porno. Du coup, je pense que comme c'est associé à la sexualité et pas tellement à la santé et purement... En fait, c'est pas... Quand tu dis vulve, t'es pas dans l'anatomie désexualisée. T'es dans l'anatomie associée à un acte. Et donc, comme il y a toujours du jugement sur ces actes et du tabou sur ces actes, du coup, ça reste associé à ça. Et je pense que comme c'est associé d'autant plus à la sexualité féminine, c'est encore plus tabou que la sexualité masculine parce que c'est comme tous les sujets, la masturbation, le plaisir, c'est des choses qu'on découvre, on a l'impression depuis 30, 40, 50 ans. Du coup, ça reste des trucs un peu inexplorés. Et moi, je vois dans les patientes, un des trucs à faire quand tu as des douleurs, c'est de te reconnecter à ta vulve et de la toucher pour savoir où est-ce que tu as mal. Rien que ça, c'est extrêmement difficile à faire pour les personnes par rapport à elles-mêmes. Parce qu'en fait, on leur a toujours dit qu'il fallait pas qu'elles se touchent, qu'il fallait pas qu'elles se connaissent. On leur a dit, c'est pas la peine, il y a des médecins, c'est eux qui regarderont, mais toi, pas la peine de regarder. Et après, il y a eu des mouvements comme l'autogynécologie, des trucs comme ça qui, du coup, te reconnectent à ton truc et tu te rends compte, en fait, tu peux faire pas mal de choses et comprendre pas mal de choses par toi-même, mais tout le système t'apprend à pas avoir ce pouvoir. Donc, du coup, quand tu reprends ce pouvoir, c'est extrêmement malaisant, quoi. Je crois qu'on a une dernière question à te poser. C'est une question qui est commune à toutes les personnes qui vont venir au sein de Pluriel Singulier. C'est quoi pour toi l'intimité, Paola ? L'intimité, ce que je me suis dit, la façon la plus simple de le résumer, je me suis dit que c'était le lieu où on peut être vraiment soi-même. Et quand je dis lieu, c'est pas forcément un lieu physique, c'est un lieu mental, un espace quel qu'il soit, dans lequel on peut soit se découvrir, soit être vraiment qui on est. Et après, je trouve que ce qui est intéressant dans l'intimité, c'est que c'est quelque chose de privé, mais qui prend encore plus de valeur quand elle devient publique ou quand elle devient partagée. Et du coup, c'est quelque chose qui se partage aussi avec des gens et en douceur. Merci beaucoup pour ton temps et toutes ces réponses. Avec très grand plaisir. Merci à vous. Un grand merci à vous pour votre écoute et surtout merci à nos invités. Si vous avez aimé notre épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant aux différentes plateformes, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Et si vous en voulez encore plus, suivez-nous sur Instagram, @nidé_co. Vous y retrouverez les dernières actualités de la marque et toutes les infos de nos prochains épisodes. Alors, on vous dit à très vite.